J'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. Si on avait pu produire de l'énergie avec le nombre de fois où il a retourné sa veste, on pourrait éclairer le Palais Bourbon pendant toute l'année, quoi. Il y a une confusion entre le privé et le public. Peu importe ce qui sera démontré sur la véracité des faits, il est important qu'on retrouve le temps de la présomption. Eh bien, on ne peut pas dépenser des bouteilles de vin à 500 €. Il ne poursuit qu'un objectif, protéger notre majorité. Il n'y a pas d'écologiste conséquent dans ce pays qui peut accepter un contrat pareil. Plus grave que la démission de M. de Rugy, c'est la signature du CETA. François de Rugy qui part, Elisabeth Borne qui arrive, la ratification en catimini du funeste CETA, c'est le sommaire du Petit Coup de Bourbon numéro 42. Ça n'a pas traîné. À peine François de Rugy avait-il démissionné que Matignon annonçait son remplacement par Elisabeth Borne, qui désormais cumule l'environnement et les transports. L'Élysée a voulu tourner la page au plus vite. Pas question de répéter les atermoiements qui avaient suivi la démission de Nicolas Hulot ou celle de Gérard Collomb. Il fallait éviter que le feuilleton de Rugy ne devienne la chronique effarante de l'été. La leçon Benalla apportée. Et puis surtout, l'écologie, Macron s'en moque désormais. Vous vous souvenez de cette déclaration? C'était le 1er juin 2017. Make our planet great again. Ou de celle-ci, c'était le 12 juin dernier. Édouard Philippe détaillait devant les députés l'acte 2 du quinquennat. Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Eh bien tout ça c'est fini, l'écologie retourne au magasin des accessoires, des artifices de communication. Écoutez la réaction de Mathieu Orphelin à la nomination d'Elisabeth Borne. Mathieu Orphelin, c'est l'ancien porte-parole de Nicolas Hulot qui a quitté La République En Marche avec fracas il y a quelques mois. Je regrette évidemment qu'elle n'ait pas été nommée ministre d'État. J'ai du mal à comprendre le sens politique de cette rétrogradation. La réponse, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui la donne. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ministre de l'écologie. Les élections sont passées, il n'y a plus besoin de parler d'écologie. Donc on met Madame Borne, qui n'a rien à voir avec l'écologie, qui est une productiviste, technocrate, respectable comme femme et comme ministre, mais qui ne porte aucun souffle écologique. Eh oui, Elisabeth Borne n'est pas ministre d'État, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas convoquer des réunions interministérielles pour mener à bien son action. En gros, elle n'a que le droit d'appliquer la ligne de Matignon. Tout ça, c'était de la com. De Rugy était ministre d'État pour la galerie. Il pesait rien, il avait peu de pouvoir. C'est pas le ministère de l'écologie qui décidait, c'était à Bercy. Bon voilà, donc là, un peu dans la précipitation, il n'y a plus le temps de faire de la com, de trouver quelqu'un qui a un passé écolo. Et on prend Madame Borne. Mais le passé de Monsieur de Rugy, c'était un passif, quoi. C'est ça qui avait de triste, c'est que cet homme, franchement, si on avait pu produire de l'énergie avec le nombre de fois où il a retourné sa veste, on pourrait éclairer le Palais Bourbon pendant toute l'année, quoi. C'est ça qui le caractérisait. Écolo, primaire socialiste, il s'engage à soutenir M. Hamon, il trahit M. Hamon, etc. C'est ça qu'il y a de singulier dans toute cette histoire. Et Madame Borne, je ne lui connais aucun engagement, aucune prise de parole, même dernièrement, qui allait dans le sens d'écologie. Elle a même eu des paroles maladroites en disant qu'elle préférait finalement des lignes d'avion dont on sait qu'elles ont un bilan particulièrement terrible sur le plan écologique, plutôt que le train. Rappelons juste qu'Elisabeth Borne a été la cheville ouvrière de la réforme de la SNCF, celle qui ouvre le rail français à la concurrence et qui va se traduire par la suppression de 9000 km de petites lignes, qui seront remplacées par des camions et des autobus. Pas la peine de vous faire un dessin sur les convictions de la nouvelle ministre de l'Environnement. Bon, l'écologie c'est mort, reste la morale. Naïf comme moi, vous pensiez que François de Rugy avait démissionné parce qu'il avait conscience d'avoir fauté contre la République. Eh bien, pas du tout. Écoutez-le hier, lors de la passation de pouvoir. Hier, en prenant ma décision personnelle, difficile, que j'ai présentée au Premier ministre, j'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. Aveu confirmé par le patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre. Je voudrais évidemment saluer le courage de sa décision, qui ne voit que derrière une décision aussi difficile, il ne poursuit qu'un objectif, protéger notre majorité. Ni remords, ni regrets, juste le bon vieux cynisme politique qui veut qu'on sacrifie celui par qui le scandale arrive. D'ailleurs, tout ça, c'est la faute des médias, expliquait-on dans les couloirs de l'Assemblée. Peu importe ce qui sera démontré sur la véracité des faits, il est important qu'on retrouve le temps de la présomption. On ne peut pas passer de l'image à l'accusation, on y perdra tous.
quelque part, le temps médiatique a pris le pas sur les analyses qui étaient en cours, tant sur les dépenses qui étaient en cause ici à l'Assemblée que sur ces dépenses au ministère. Des pudeurs de circonstance, oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Fasquelle, un des patrons de LR. Il ne faut pas avoir deux poids deux mesures. Les mêmes qui dénonçaient la délation, l'acharnement à l'égard de M. de Rugy étaient drôlement silencieux quand on s'acharnait sur François Fillon. Bref, de Rugy part essentiellement pour des questions d'affichage. Il y a un symbole puissant qui est celui, d'une République qui devait être exemplaire, qui ne l'est pas, et surtout d'un décalage profond entre l'attitude des responsables politiques et puis ce qui est demandé aux Français. Au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, eh bien on ne peut pas dépenser des bouteilles de vin à 500 €, déguster des homards géants. Au moment où on demande à tous les députés de justifier au centime près leurs dépenses, ce que nous faisons, eh bien le premier d'entre eux ne peut pas avoir des comportements qui manquent à ce point de sobriété. Il y a une confusion entre le privé et le public. Et la leçon de cette affaire, c'est qu'il faut un changement clair des mœurs politiques. Louable intention, qui, hélas, est suivie de peu d'effets. Rugy est donc parti et sur la table abandonnée, coquillages et crustacés se désolent. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ce balai ministériel a pour toile de fond une catastrophe. Je ne voudrais pas que la démission de M. de Rugy fasse oublier cette signature du CETA qui va être une catastrophe pour le climat. Donc un ministre inefficace et douteux s'en va, mais un traité dangereux pour le climat va être voté malheureusement demain. Si le sujet c'est il ne faut pas faire des repas à la présidence de la République ou des repas avec des lobbyistes dans les ministères, parce que je pense que c'est ça la suite de l'histoire, bon d'accord, très bien, mais si en plus on pouvait faire de l'écologie politique et ne pas faire oublier qu'on est en train de signer, qu'on va ratifier dès demain le CETA qui est contre-productif, contre-écologique, climaticide, bon, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas là pour alimenter le buzz médiatique ou le lynchage médiatique d'un ministre. Vous l'avez entendu, Nicolas Dupont-Aignan et Hugo Bernalicis évoquent un vote prévu pour le lendemain. Mais depuis le moment où nous avons recueilli leurs témoignages, il s'est produit un coup de théâtre. Je vous raconte. Hier après-midi, mercredi, la conférence des présidents, l'organe de l'Assemblée nationale qui fixe l'ordre du jour, a finalement décidé d'organiser un vote solennel mardi prochain. C'est-à-dire un vote dont chaque député est averti et qu'il ne peut pas sécher, comme on dit au lycée, lorsqu'il y a un contrôle de maths. Pourquoi ? Parce que toute l'opposition de gauche, insoumis, communistes et socialistes, l'a réclamé à grand bruit. Mardi, les trois groupes ont organisé une conférence de presse. Ça fait un moment que nous sommes impliqués pour dénoncer d'abord le déni de démocratie qui entoure ce traité du CETA, un déni de démocratie qui vient de loin parce que vous savez que le CETA a été négocié dans un très grand secret. Nous n'avons pas réussi à obtenir un vote solennel. Nous l'avons demandé, nos collègues à la Commission des présidents ce matin a demandé à ce qu'il puisse y avoir un vote solennel. Ce vote solennel nous a été refusé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté d'en faire un vrai débat. Au Canada, vous savez, le débat a eu lieu. Des députés canadiens se plaignent parce qu'ils n'ont eu que 3 jours de débat. Nous, on va avoir à peine une demi-journée de débat et avec même pas à la fin un vote solennel. Donc on est particulièrement en colère des conditions dans lesquelles ce débat a lieu, sachant que le CETA s'applique avant même le vote du Parlement français, ce que nous avons particulièrement dénoncé, en tout cas pour 90% du CETA, à l'exception, et j'y reviendrai, des fameux tribunaux d'arbitrage. Vous l'avez compris, le gouvernement se disait que le traité étant déjà appliqué pour l'essentiel, on pouvait s'asseoir sur le débat et partant sur le vote des députés. Mais la ficelle était un peu grosse, il lui faudra donc respecter les formes. J'applaudis pas, mais je crois que c'est une bonne chose parce que cette ratification du CETA, qu'on soit pour ou contre, qu'on s'abstienne, c'est un vote très important et je trouve ça très bien que effectivement c'est pas un vote qui ait lieu cette nuit à 2 ou 3 heures du matin impliquant quelques dizaines de députés dans l'hémicycle. Je trouve ça très bien que les 577 députés aient à se positionner sur cet accord de libre-échange avec le Canada. Ça évitera que les uns et les autres aient piscine ou soient occupés à d'autres choses au moment de ce vote si important. Bon, c'est la moindre des choses. Cela dit, le CETA reste un déni de démocratie. Voté en plein mois de juillet, négocié en catimini, dans le plus grand des secrets. Donc satisfait qu'on vote mardi et que chacun puisse être face à ses responsabilités, mais ça n'enlève rien au danger que représente le CETA sur le fond. Je vais essayer de vulgariser. Vous avez chez nous
des contraintes légitimes, environnementales, sanitaires et sociales. En France, il faut 2 ans pour élever un bœuf à maturation. Au Canada, avec des farines animales, un mélange de graisse, de poils et de toutes sortes de saloperies, et des vaccins, vous faites élever votre bœuf en 6 mois. Quand il arrive chez nous, il n'est pas au même prix, il n'a pas la même qualité, il finit dans quelle assiette? Donc le CETA, c'est 10 € de richesse sur 10 ans par habitant en France, et c'est la balle dans la nuque de l'agriculture française. C'est un déni de démocratie, c'est un renoncement pour notre agriculture, et puis enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est un renoncement environnemental. On nous présente le droit de veto environnemental comme la garantie. C'est une promesse qui n'engage que ceux qui la croient sur les questions environnementales. 13 pages consacrées à l'environnement seulement sur un document qui en comporte plus d'1 millier. Le CETA est un crime contre l'environnement, la santé, l'agriculture et les animaux. Le mot n'est pas trop fort, ses effets seront dévastateurs et pour les hommes et pour la planète. Il ne faudra pas l'oublier la prochaine fois que l'exécutif entonnera le grand air du « plus écolo que moi, tu meurs ».